Vous me voyez? Vous la voyez? Oui, D'accord. S'il y a un problème, vous me signalez avec un écrit ou un message. Voilà. Comme ça, je ok. sors. D'accord, je vais commencer. Donc, vous avez le fichier en Word, maladie cœliaque. Je vais essayer d'expliquer sur la présentation Power. Et il y a des... What? Donc, bon, la définition de la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune. Donc, il y a une susceptibilité immunologique individuelle. Donc, c'est la prédisposition génétique avec l'existence d'haplotypes exposant à cette maladie cœliaque, qui sont les deux haplotypes, le HLA-DQ2 et DQ8. Donc, cette prédisposition génétique qui favorise le risque de développer une maladie cœliaque, elle s'associe donc à un phénomène auto-inflammatoire avec la production d'auto-anticorps, c'est des anticorps anti-gliadine, anti-gluten, qui vont s'attaquer à la bordure en brosse de l'intestin où se fait l'absorption intestinale et vont donner des lésions tissulaires qui sont nécessaires pour la définition ou bien le diagnostic de la maladie cœliaque, c'est l'atrophie pilositaire jejunale totale. Donc cette entéropathie chronique du grêle, elle est due essentiellement à un facteur exogène qui est le gluten qu'on reçoit ou bien que l'être humain reçoit dès qu'il est diversifié. Le lait maternel n'en contient pas, mais c'est la diversification avec plusieurs composants qui contiennent ce peptide immunopathogène. C'est une infection qui est fréquente, avec une prévalence variant de 1 sur 100 individus jusqu'à 200 individus. Donc, si vous êtes là dans un amphi à 100 étudiants, il y a un parmi vous qui a cette maladie. La prédominance, elle est féminine, mais qui n'est pas expliquée. Il y a pas mal de pathologies auto-immunes, comme le lupus, la maladie cœliaque et tout, l'asthme, qui sont fréquentes chez les femmes. C'est la cause la plus fréquente de diarrhée par malabsorption. Le diagnostic, donc, il y a des critères qui se font la suspicion clinique, c'est le syndrome de malabsorption. Biologiquement, c'est le syndrome de malabsorption. Mais immunologiquement, c'est la sérologie anti-gluten. Mais également, le plus important pour le diagnostic, c'est les critères histologiques, c'est l'atrophie pilositaire totale. Cette maladie, elle peut être grave parce que au bas âge ou bien à la période aiguë, c'est les carences qu'on va observer, telles que les anémies carentielles, soit fériprives, soit mégaloblastiques, le rachitisme, plusieurs carences, même des carences en d'autres oligo-aliments. Et à long terme, le risque est celui de la dégénérescence maligne. C'est le passage au stade de lymphome. À chaque fois qu'il y a un problème immunitaire, c'est ça le problème. C'est le dépassement de cette immunité, cette auto-immunité et la dégénérescence. Et c'est la raison pour laquelle le traitement, le régime, doit être maintenu ou encouragé à vie. Après l'âge de 20 ans ou la 30 ans, il y a un risque qui n'est pas négligeable. Le traitement, il n'y a pas de médicament. Le seul traitement, c'est le régime sans gluten à vie et qui est très contraignant, surtout s'il est commencé tôt dans la vie. Dès l'âge de 2 ans, quand vous commencez un régime, l'enfant, au cours de son évolution, le stade de l'adolescence, il va sortir, l'université, la vie professionnelle, c'est difficile de suivre ce régime. La pathogénie, comment il y a cette maladie? Donc, chez des personnes prédisposées génétiquement, donc les deux types d'HLA, le DQ2 et le DQ8, ils ont des priorités pour certaines enzymes qui catalysent ou bien qui dégradent le gluten. D'abord, on parle du gluten, c'est quoi? C'est une fraction protéique qu'on trouve essentiellement dans le blé, donc l'alimentation contenant du blé comme le pain, le seigle et l'orge. L'avoine ne fait plus partie de cette catégorie. Donc, auparavant, on parlait de 4 aliments qui contiennent le gluten. Maintenant, c'est 3 aliments. Ce gluten, il est formé par 2 protéines, la gliadine et la gluténine. Et la fraction la plus immunogène, c'est la gliadine. Cette gliadine, elle a certaines caractéristiques pour être immunogène. Elle résiste à l'acidité gastrique, donc elle n'est pas détruite par l'acidité gastrique, ni par les enzymes pancréatiques. Donc elle passe, elle est intacte pour arriver au niveau
du duodénum au niveau des villosités intestinales où se fait l'absorption intestinale, la bordure en brosse. Là, elle va être en contact de cellules de l'immunité, l'épithélium, le malpighium, avec ces cellules, les lymphocytes, mais également, normalement, certaines enzymes qui la dégradent. C'est les transglutaminases. Ces transglutaminases, c'est le sujet sain qui n'a pas cette susceptibilité ou bien une hyperactivité. Normalement, il y a une désamination et libération de la gliadine. Il y a un schéma. Je vais vous montrer ce schéma. Là. Donc, le gluten, il est en bleu. Il arrive. Il y a la flèche, la gliadine. Normalement, c'est un sujet normal. Elle est dégradée, désaminée et elle traverse la bordure en brosse. C'est la gliadine. Il y a les cellules présentatrices de l'antigène, les CPA, c'est des cellules de l'immunité innée. C'est un sujet normal qui n'a pas l'HLA-DQ de 8 D8, elle est dégradée normalement. Par contre, chez le sujet avec ce type, cet haplotype, il y a une activation des lignées ou des cellules de l'immunité. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il y a une cascade de réactions qui va se produire et le résultat, c'est la libération de cytokines, surtout l'interféron 15, l'interféron, où est-ce qu'il est? Le 15, oui, le facteur, les facteurs de croissance et le résultat, c'est une dégradation ou bien lisse des cellules de l'épithélium, l'épithélium intestinal, des bordures en brosse, d'où l'atrophie villositaire totale. C'est la destruction des cellules de cette extrémité. Ça, c'est chez le sujet qui est prédisposé avec seulement cet haplotype. Par contre, chez le sujet normal, il n'y a rien du tout. Donc, la gliadine, elle est dégradée, désaminée, et la réaction, ça s'arrête là. Donc, je reviens. Donc, le sujet prédisposé, il a une activité des enzymes qui est accrue et il y a une surexpression. Il y a beaucoup de récepteurs pour ces transglutaminases et elles ont une activité accrue. Là, c'est les stades de l'atrophie villositaire totale. Donc, c'est le sujet normal. Donc là, c'est une villosité normale. Il y a le bleu, c'est le corian. Et la bordure en brosse, c'est en rose. Le rouge, c'est le gluten. Donc, avant l'infiltration, le premier stade, donc c'est normal. Le gluten, il arrive, il est absorbé, dégradé en gliadine. La gliadine, elle est désaminée, elle passe normalement. Ah, il y a un début de réaction immunologique. On aura, et le corian, quand vous voyez ça, donc ça, attendez si je peux agrandir. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est le corian. C'est arrondi et normal, et les cryptes normales. Au stade d'infiltration, donc le gluten, vous voyez en noir, c'est les cellules. C'est une activation de l'immunité. C'est les cellules présentatrices d'antigènes, les lymphocytes B, les plasmocytes. Donc, il y a un début d'infiltration. Il n'y a pas encore l'atrophie villositaire. La hauteur des villosités, elle est respectée. Le stade d'hyperplasie, il y a une infiltration avec hyperplasie. Il y a beaucoup de cellules et le corian également, il est infiltré. Au stade de destruction, donc il y a la réaction, c'est les cytokines, c'est les facteurs qui vont détruire ou qui vont altérer la muqueuse et les villosités. Donc on a perdu la forme de la crypte, il n'y a plus de crypte. Et le noir, vraiment, il y a une hypercellulorachie. Et l'atrophie villositaire totale, c'est le stade 4, il n'y a aucune villosité. L'épithélium, il est plat. Il a l'aspect d'un cube vide. Hyper-infiltration. Donc, on arrive au diagnostic clinique. Diagnostic clinique, la maladie cœliaque, bon, c'est une maladie de l'enfant classiquement, mais également chez l'adulte. On retrouve des formes qui sont diagnostiquées à l'âge adulte. Ce sont les formes atypiques. La forme classique de l'enfant, les caractéristiques de cette forme, c'est qu'elle débute après l'introduction du gluten, c'est-à-dire
avec la diversification. Et généralement, il y a un intervalle libre après les diversifications. Ce n'est pas une allergie, c'est une réaction immunologique. Donc, il y a un intervalle libre pour la mise en route du système immunitaire et pour les conséquences qui sont la destruction du tissu ou de l'épithélium intestinal. Donc, c'est cet intervalle libre, généralement 1 mois, 3 semaines à 1 mois. Avec l'apparition d'un syndrome de malabsorption intestinale, qu'on appelle également syndrome cœliaque, sous forme, vous connaissez, diarrhée chronique en boule de vache, surtout l'anorexie elle ne manque pas, l'irritabilité, trouble du comportement, un enfant ou un nourrisson qui ne sourit pas, qui ne réagit pas avec son environnement, il est triste, apathique, le ballonnement abdominal malgré ça, une stagnation, si on suit dans l'évolution, il y a une stagnation, voire même cassure de la courbe de croissance, et parfois même une malnutrition sous forme de marasme ou marasme Kwashiorkis. Ça, c'est la forme classique. Généralement, on ne passe pas à côté de la maladie cœliaque. Les autres formes qui prêtent à confusion, bien qui sont à l'origine d'un retard diagnostique et parfois même au stade de complication. Les formes atypiques, c'est les divers symptômes, soit une anémie de type carentiel, fériprie avec troubles des fanères, mégaloblastique avec les anomalies neurologiques, beaucoup plus, un syndrome pyramidal, syndrome bancortonal, trouble de la sensibilité, parfois même thrombopénie. Un retard statural isolé, c'est à l'âge de 5 ans, l'enfant il tient, il a une cassure de la courbe de taille, il y a une stagnation, il a une cassure, et là vous explorez et vous allez tomber sur une sérologie qui est positive et une atrophie villositaire totale. Les troubles fonctionnels intestinaux, fonctionnels, c'est-à-dire alternance, soit diarrhée, constipation, douleur abdominale, des gaz, des ballonnements abdominaux, les aftes également, des aftes isolés, dermatites, donc les troubles cutanés, donc ce sont des signes d'auto-immunité. Troubles neurologiques, isolés, migraine, qui n'est pas expliqué, fatigue chronique, troubles rhumatologiques, des articulations douloureuses, des algites, des crampes, des tétanies. Vraiment, il y a une multitude de formes qui sont atypiques, qui sont à l'origine d'un retard diagnostique. L'absence de signes digestifs est à l'origine d'un retard diagnostique chez l'enfant. Là, je vous montre, par exemple, là, la courbe de croissance. Vous avez en bas, c'est le poids, et en haut, c'est la taille. Donc, vous remarquez, pour le poids, il y a une courbe, donc c'est la même courbe. Puis, il y a un plateau. C'est là, c'est la stagnation. Et c'est en parallèle également à la taille. La taille, elle est secondairement touchée. Donc, c'est pas le même, au même âge, c'est après quelques mois, où la taille, elle est touchée. Donc, il y a une courbe qui est normale, et puis il y a un changement du couloir. L'enfant, il passe d'une déviation à une autre, et donc c'est une stagnation pour la taille. Là, c'est une dénutrition. Là, c'est le ballonnement abdominal. C'est l'aspect araignée de malnutrition qu'on peut voir. Ça, c'est vraiment les formes avancées. Donc là, c'est un schéma qui vous montre que la maladie cœliaque, elle n'est diagnostiquée que comme c'est la loi de l'iceberg. On voit ce qui est en haut, ce qui émerge au-dessus de la mer, de l'eau, c'est les maladies symptomatiques typiques. C'est la typique, c'est-à-dire avec malabsorption, diarrhée chronique. Les autres formes, qui sont fréquentes malheureusement, elles sont à l'origine d'un retard diagnostique. Et à la base de l'iceberg, c'est les sujets porteurs, le terrain favorisant, c'est l'haplotype favorisant. Il y a une immunité, il y a un terrain, c'est l'HLA, et qui n'attend qu'un moment déclencheur pour perturber l'immunité, pour être déclaré. Le diagnostic positif, comme j'ai dit, la suspicion se fait sur la clinique et la biologie, mais la confirmation, c'est la définition, c'est l'atrophie villositaire totale et la sérologie positive. Donc, il faut réaliser, devant tout syndrome de malabsorption intestinale, ou bien tout signe atypique qui peut vous faire orienter vers la maladie cœliaque, une biopsie, une fibroscopie digestive haute, avec biopsie au niveau du bulbe duodénal et le duodénum proximal, là où se fait l'absorption intestinale. Là, on va retrouver, ou bien l'anapathe, il va trouver l'infiltration. Donc, il va mesurer le nombre de lymphocytes au niveau de l'épithélium et il va mesurer la hauteur villositaire. Donc, les deux signes indispensables sont l'hyperinfiltration, l'hyperlymphocytose et l'atrophie villositaire
total. Donc, en haut, vous avez un duodénome normal. Là, c'est un duodénome normal, il est crypté, la couleur, il est rose. Et là, normalement, c'est en bas, c'est la maladie cœliaque. Il n'y a plus de... Attendez. En bas, vous voyez les points blancs, c'est l'hyperinfiltration, c'est l'aspect cuboïde. Et il n'y a plus de courbature et tout. Il n'y a rien du tout. Donc, généralement, la macroscopie, quand on fait une fibroscopie, on peut deviner qu'il peut s'agir d'une maladie cœliaque. On peut s'orienter, mais on n'est pas sûr encore. L'histologie, donc, le rôle de l'anapathe, c'est de mesurer la hauteur des villosités cellulaires et de compter les cellules pour nous donner le diagnostic. Là, grossièrement, c'est comme ça. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, ici, c'est là où il y a les hauteurs, c'est l'aspect normal. Et là, c'est plat, c'est l'aspect cuboïde. Bon, la classification de Marsh est une classification anatomopathologique pour le diagnostic qui se fait sur une biopsie jéjunale. Il y a 4 stades. Donc, le stade total, c'est l'atrophie. C'est le 4e stade, c'est l'atrophie villositaire et l'hypoplasie des cryptes. Pour le stade 1 et 2, ça peut orienter vers d'autres étiologies comme l'allergie aux protéines de lait de vache. Donc, le deuxième partie ou le deuxième élément pour le diagnostic positif, c'est le diagnostic immunologique. C'est la sérologie cœliaque, on l'appelle la sérologie cœliaque. Donc, il y a des anticorps qui vont se produire. Le dosage de ces anticorps dépend de l'état immunitaire du sujet. S'il y a un déficit immunitaire en IgA ou pas. Parce que normalement, les anticorps sont de type IgA. Mais s'il y a un déficit immunitaire, on ne peut pas les doser. Donc, ils sont sous-dosés. Donc, il faut céder des IgG. Donc, avant de faire la sérologie, dosez votre IgA total. Si déficit immunitaire, déficit en IgA, qui n'est pas assez rare, il faut utiliser les anticorps de type IgG, de type antitransglutaminase. On les appelle les TTG. Donc, ils ont une spécificité et sensibilité supérieure à 90%. Donc, des IgG ou des IgA TTG positifs, donc dans 90% des cas, vous êtes sûr de votre diagnostic. Par contre, pour les autres types d'anticorps, on va voir, il y a un tableau, la spécificité peut être de 50%. C'est-à-dire, si vous faites les antigliadines, AAG, on les appelle communément les AAG, antigliadines, 1 sur 2, soit c'est un cœliaque, soit c'est pas un cœliaque. C'est pas comme les anti-transglutaminases ou bien les anti-endomédium. Donc, il y a un tableau, vous avez un tableau. Donc, j'ai mis la sensibilité et la spécificité. Donc, si vous voyez au début, les immunoglobulines type IgA ou IgG antigliadine, la sensibilité c'est 50%, la spécificité c'est 50%, donc moitié-moitié. Par contre, les antitransglutaminases, que ce soit des IgA ou des IgG, ce qui est en rouge, donc une sensibilité et une spécificité de 90% des cas. Et donc, c'est les plus utilisés. Donc, ils sont utilisés pour le diagnostic, pour le suivi du régime et pour les rechutes. Donc, si je fais le diagnostic, ils sont positifs, donc j'ai posé le diagnostic. Je mets un régime et je vais voir l'évolution de ces anticorps. S'il y a une bonne évolution, c'est-à-dire il y a une chute du taux des anticorps, donc il y a une réponse au régime. S'il n'y a pas de chute, il n'y a pas de baisse de ces anticorps, donc il y a une résistance au régime. Et là, dans ce cas, je suis devant deux situations. Soit il y a une résistance, c'est-à-dire que le sujet, il triche dans le régime, c'est-à-dire il ne prend pas le régime correctement, parce que c'est le signe d'un régime avec du gluten. Soit que ce n'est pas une maladie cœliaque, c'est une autre étiologie. Et également, dans les autres épreuves de réintroduction, ou bien des crises cœliaques, par exemple, il y a une complication qu'on appelle la crise cœliaque, où il y a une ascension de ces anticorps. Le génétique. Quelle est la place de la génétique dans le diagnostic positif? L'HLA, donc par définition, il y a une prédisposition génétique, c'est les deux types d'HLA, le DQ2 et le DQ8. Cependant, leur utilisation dans le diagnostic, c'est quand ils sont absents.
Donc, on s'aide seulement de leur absence. Un sujet qui n'a pas ces deux haplotypes ne peut pas être, pour le moment, c'est-à-dire actuellement, c'est les définitions, ne peut pas ou ne peut développer une maladie cœliaque. Par contre, si on les trouve positifs, ça ne veut pas dire que le sujet il est malade. C'est un sujet à risque. C'est un terrain à risque seulement, chez qui qu'il faut dépister régulièrement ou la surveiller. Mais on ne peut pas le diagnostiquer comme maladie cœliaque. Donc, c'est la valeur prédictive négative. Donc, absence de ces deux haplotypes, on exclut le diagnostic de maladie cœliaque. Ce n'est pas la peine d'explorer, de faire les biopsies ou de suivre la sérologie. Leur positivité ne signifie pas la maladie cœliaque. Ça peut être seulement un terrain qui peut développer la maladie ou ne pas la développer. Le reste du bilan, ce n'est pas un bilan de diagnostic positif, mais c'est un bilan de retentissement de la maladie cœliaque, qu'il faut le faire à chaque fois, parce que le retentissement de la maladie cœliaque, pour les enfants, c'est la croissance staturopondérale, c'est les troubles, plutôt le développement psychomoteur. L'enfant peut avoir un retard psychomoteur à cause d'une maladie cœliaque. C'est les troubles, les anémies carentielles, c'est le rachitisme, retentissement également sur la marche après, sur l'os, la qualité de l'os et la vie, la scolarité et tout. Donc, il faut faire ce bilan dès le départ. Bilan de malabsorption intestinale, à savoir au niveau du sang, les stigmates de l'anémie, soit fer et prive ou égaloblastique. Le rachitisme carentiel, on verra prochainement. Radiologiquement, c'est l'ostéopénie. Bilan nutritionnel, l'évaluation de l'état nutritionnel de l'enfant. La malnutrition, il y a les stades de la malnutrition, léger, modéré à sévère, et le type. Et la recherche d'autres auto-immunités. Parce que le terrain, c'est un terrain immunopathogène, et il y a d'autres affections qui s'y associent, notamment le diabète type 1, le diabète de l'enfant. Donc, il est systématiquement recherché sur les maladies, l'enfant avec maladie cœliaque. La même chose, si l'enfant il est diabétique, on recherche la maladie cœliaque, donc, et vice-versa. Également, on peut rechercher une thyroïdite, donc faire un bilan thyroïdien et d'auto-immunité, échographie et les anticorps. Les diagnostics différentiels. Qu'est-ce qui peut se présenter comme une maladie cœliaque? Généralement, c'est devant le tableau clinique, avant de faire le bilan histologique et les anticorps. La première chose, c'est l'allergie au gluten. Là, c'est une réaction allergénique, d'hypersensibilité immédiate. Donc, dès que l'enfant prend un aliment contenant du blé, de l'orge, du seigle avec la gliadine, il y a une réaction, il y a des plasmocytes, il y a des mastocytes qui vont libérer les IgE, et un éclat, et donc tous les facteurs de l'allergie, l'histamine, et donc vous aurez une réaction beaucoup plus cutanée. Vous pouvez avoir le rash cutané, les vomissements, les diarrhées, et c'est ce qui ressemble à cet âge à la maladie cœliaque. Et dans le sang, pour ces enfants, si on fait un prick test, ou bien les patchs, donc on applique le gluten, il y a les patchs, on applique directement à la peau, ou bien on fait une scarification, les tests allergéniques, il y a une réaction immédiate. Et au niveau du sang, c'est les anticorps, les IgE spécifiques, antiprotéines blé. Là, c'est-à-dire que la réaction, elle est au niveau du sang, mais elle n'est pas tissulaire, elle n'est pas histologique. Vous n'aurez pas les anticorps antitransglutamineuses et vous n'aurez pas d'atrophie villositaire. Deuxième également maladie qui peut ressembler à la maladie cœliaque, devant les signes fonctionnels digestifs, ballonnement, des ballonnements, parfois diarrhée, parfois constipation, des douleurs, c'est l'hypersensibilité au gluten. La première, l'allergie au gluten, c'est une hypersensibilité immédiate, IgE médiée. Là, c'est une hypersensibilité, donc vous avez la réaction semi-retardée, mais qui n'est pas IgE médiée. Donc, il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas d'IgE spécifique. Donc, quand on fait ici, ça prête à confusion. Mais la sérologie, elle est négative, il n'y a pas d'atrophie pilositaire, c'est-à-dire il faut passer à ce stade pour éliminer le diagnostic. Troisième diagnostic également, c'est ce qu'on appelle les food maps, l'hypersensibilité aux food maps. Ça, c'est une pathologie à la mode qui concerne et l'enfant et beaucoup plus l'adulte.
C'est les sujets adultes qui souffrent de ballonnement abdominal, de troubles fonctionnels. Ils sont gênés et donc ils se mettent, maintenant c'est à la mode, on se met sous régime sans gluten. C'est pour éviter l'hypersensibilité au FODMAP. Le FODMAP, c'est quoi? C'est des oligosaccharides qui sont fermentés, qui favorisent la fermentation qui se fermente au niveau intestinal. Polysaccharides à effet osmotique contenus dans le blé. Il fermente à la lumière intestinale et libère de l'hydrogène. Cette, excusez-moi, ce ballonnement abdominal. Et comme j'ai dit, c'est à la mode cette hypersensibilité au FODMAP. Également ici, l'atrophie, il n'y a plus d'atrophie villositaire et la sérologie, elle est négative. Et quand on se met sous régime sans gluten, il y a disparition de tous les symptômes. Attendez. Les enfants à risque pour la maladie cœliaque, il faut les connaître, chez qui il faut rechercher, dépister la maladie cœliaque. C'est les autres auto-immunités telles que le diabète type 1, le déficit en IgA, les enfants avec le sujet avec un déficit immunitaire en IgA, les enfants trisomiques, la trisomie 21, et le syndrome de Turner. Donc, une fois le diagnostic est fait de la pathologie initiale, il faut dépister régulièrement la maladie cœliaque. Donc, la pratique de la sérologie de façon régulière, chaque 6 mois ou une année, ou bien s'il y a apparition de symptômes, avec la surveillance, bien sûr, de la croissance, de l'état nutritionnel. Le syndrome de Williams, c'est une auto-immunité qui associe une hépatite auto-immune et une cholangiopathie, donc également qui peuvent développer une maladie cœliaque. La thyroïdite auto-immune et les apparentés d'un cœliaque de premier degré. Donc, si vous êtes dans la famille, il y a dans la famille, soit le père, la mère ou bien la fratrie, c'est ça le premier degré, un cœliaque. Donc, il faut rechercher la maladie cœliaque dans cette famille. Chez un enfant, si c'est un enfant qui est cœliaque, c'est les parents et les frères et sœurs. Si c'est le père ou la mère, également, c'est chez les enfants. Le Williams-Barré, c'est une maladie génétique avec retard psychomoteur, une dysmorphie du visage et des anomalies cardiaques, sténose aortique et une HTA. Également, il faut rechercher une maladie cœliaque chez ces enfants. La prise en charge de la maladie cœliaque, elle est essentiellement diététique. Il n'y a pas de médicaments. C'est un régime sans gluten, pas de gluten, pas de médicaments. Donc, les principes de cette prise en charge diététique, c'est donc un régime à vie. Pourquoi à vie? Parce qu'auparavant, on tolérait le régime jusqu'à 20 ans. On dit après l'arrêt de la croissance, 18 ans généralement, la soudure des cartilages de conjugaison, on arrête le régime. Mais la remarque qu'il y avait le développement de pathologies malignes, dégénérescence maligne, des carcinomes ou bien des lymphomes intestinaux, donc le régime devrait être maintenu à vie. Et c'est une liste qui va être donnée aux malades, aux parents de malades, de l'enfant, qui est détaillée avec la collaboration d'une diététicienne qui contient 2 listes d'aliments. Vous avez des aliments interdits et des aliments permis. Vous commencez par ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre parce que ça contient du gluten. Les 3 aliments qui sont interdits, le blé, l'orge, le seigle, qui sont des constituants des pâtes, des farineux. Tous aliments conservent. Tout ce qui passe par l'industrie alimentaire, il contient du gluten dans la préparation, dans les conservateurs, donc il faut éviter. Tout ce qui vient dans les boîtes, emballé dans les boîtes, ou bien dans les bouteilles, à éviter. Tout fruits et légumes, viande fraîche, donc tout ce qui est frais, les viandes fraîches, les poissons fraîches, sont autorisés. Le thon, par exemple, si on prend le thon, les sardines dans les boîtes, ils sont interdits. Par contre, si c'est le thon frais, le poisson frais, il est permis. Le riz et maïs, ils sont utilisés, ils sont permis. Donc, pour la fabrication des pâtes, ce qui est pâteux ou bien les gâteaux. Attention aux médicaments qui peuvent contenir du gluten. Donc, il faut toujours lire la notice, parce que vous avez la notice à le gluten.
Et heureusement qu'il y a actuellement le développement des rayons alimentaires dans les supérettes. C'est des rayons spéciaux où c'est mentionné sans gluten. Et également, on voit maintenant, donc, c'est des pizzerias, des restos, tout pour cette catégorie de sujets, donc les cœliaques. Donc, l'évolution sous régime sans gluten, comment elle se fait? Donc, dès que l'enfant ou le sujet avec maladie cœliaque, chez qui le diagnostic il est posé, il est mis sous régime sans cœliaque, on va voir les signes de bonne réponse, c'est-à-dire d'évolution favorable. Comment on les voit? On commence à voir par la clinique, la biologie, et puis c'est l'histologie. C'est les lésions histologiques qui se corrigent tardivement. Donc, sur le plan clinique, si l'enfant qui était anorexique, la première chose, donc il va reprendre son appétit. S'il était irritable avec troubles du comportement, il va sourire. C'est comme pour la malnutrition. Donc, c'est les troubles du comportement qui vont disparaître. Il reprend l'appétit. Il joue avec son environnement. Il commence, la diarrhée, elle va disparaître. S'il était constipé, normalisation du transit, le ballonnement abdominal va disparaître. Donc, ce sont les premiers éléments cliniques qui vont se corriger. Et secondairement, vous aurez bien sûr la correction des anomalies biologiques. Quant au bilan spécifique, c'est-à-dire la sérologie, donc on assiste à une décroissance lente. Ce n'est pas qu'elle va chuter du jour au lendemain. Donc, vous aurez une diminution des taux progressive. Et elle se fait selon le respect du régime. Si le régime il est strict, donc il y a une chute. Donc, vous aurez une courbe, une pente, comme ça, et jusqu'à disparaître après une année, jusqu'à 18 mois de régime strict. Donc, il y aura une disparition de ces anticorps. Par contre, si le régime n'est pas respecté ou bien de la tricherie, donc vous aurez, ça chute et puis ça monte, ça chute et ça monte. Donc, vous n'aurez pas cette descente. Parallèlement à la décroissance des taux des anticorps, la muqueuse intestinale, parce qu'il n'y a plus de destructeurs, c'est les anticorps qui vont entraîner la réaction immunologique, immunitaire, et donc favoriser libère les enzymes qui vont dégrader la muqueuse intestinale. Plus le taux des anticorps diminue, plus il n'y aura pas de destructeurs, et là, il y a une régénération progressive de la muqueuse intestinale. Et donc, la normalisation de la hauteur intestinale, la disparition de l'infiltration intestinale, donc retour à la normale. Donc, ça signifie une rémission de cette maladie cœliaque. Et ça demande 2 années, 3 années de régime. C'est à cette époque qu'on fait le test, les signes, c'est-à-dire la biopsie pour voir l'efficacité du régime. Et puis, on tente une épreuve de réintroduction du gluten pour voir s'il y a une rechute ou pas. Les complications de la maladie cœliaque, donc là, je pense que vous ne les avez pas dans le Word. Donc, elles sont secondaires au mauvais suivi du régime. Donc, les complications de la maladie cœliaque, ce sont les symptômes. C'est les signes de malabsorption. Vous pouvez avoir une anémie sévère, des troubles neurologiques, une thromboplénie, cassure de la croissance, stature pondérale, problème du retard du développement psychomoteur. Mais les autres complications se sont liées si le régime n'est pas suivi. Donc, vous aurez les mêmes symptômes, c'est-à-dire il y a une aggravation. La crise cœliaque, c'est une crise aiguë, digestive, avec l'apparition de douleurs abdominales atroces qui vont durer de quelques jours à quelques semaines, avec ballonnement abdominal, altération de l'état général, l'enfant est très fatigué. Et cette crise, on la traite par les corticoïdes. Généralement, on l'observe souvent, parfois s'il y a une infection avec le non-respect du régime. Le risque de maladie auto-immune, donc un enfant cœliaque, un adulte cœliaque, une maladie cœliaque, il peut développer un diabète, une thyroïdite, une hépatite, une auto-immunité, donc et surtout le cancer après 20 ans, à l'âge de 20 ans, à 25 ans. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le régime sans gluten à vie, il protège en grande partie de la survenue de la plupart des complications et corrige la surmortalité y associée. Et normalement, on a terminé. C'est ça le cours de la maladie cœliaque. J'espère que vous m'avez écouté, qu'il n'y a pas de coupure.
Et vous me faites le signe là. Allô? Oui, C'est bon? oui, Vous me donnez signe. Est-ce que il vous y a avez des tout questions. suivi? Oui, on a suivi. Le D'accord, il son n'y a est pas eu de clair. coupure. Non. D'accord. Donc, je suis prête pour les questions. Donc, dans le Polycope Word, j'ai vérifié tout à l'heure, il n'y avait pas les complications. Les règles du régime, je ne sais pas, c'était pas vraiment trop détaillé. Mais généralement, c'est ça le cours. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ils ont posé des questions Oui, sur bien sûr. le box de chat. Le? Pas écrit. Oui, oui. Est-ce que, Euh, où est-ce que je les vois? Est-ce que je peux les lire? Je Vous quitte? pouvez revenir à l'application. Attendez. Je quitte la présentation, ça, en Oui. bas. Non. Est-ce que je reviens? Oh, j'aime pas ça. Le mythe. Oui. Où est-ce qu'ils sont les questions? Cliquez au milieu sur le chat. Le chat ou le 12? Oui, Oui, d'accord. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont arrêté le régime et ils sont en bonne santé. Pourquoi? Donc, à savoir, quand est-ce que vous les avez évalués? Le risque de dégénérescence, il n'est pas à 100%. D'accord? Il se voit avec la longueur du suivi à 30 ans, 40 ans, 50 ans. D'accord? En bonne santé, c'est la forme. Il faut revoir. Et parce qu'il y avait plus, il y a un risque. À chaque fois qu'il y a un risque, donc il faut éviter ce risque, même s'il est à 5%. Si je vous dis qu'il y a un risque de 1% de développer un cancer, est-ce que vous prenez le risque ou pas? Moi, personnellement, je ne le prends pas si j'ai un enfant qui a une maladie cœliaque et je sais qu'il risque de développer 1 sur 100 ou 2 sur 100 vont développer un cancer. Il y a une dégénérescence. Donc, je préconise qu'il sera suivi à vie et surtout également pour les autres auto-immunités. Est-ce que le régime sans gluten à vie peut retentir sur la santé de l'enfant comme valeur énergétique? C'est-à-dire, bien sûr, s'il y a une malnutrition, c'est une malnutrition essentiellement énergétique. Un marasme, ça retentit sur les capacités, même physiques. Hein. Parfois, devant des enfants avec des mauvaises notes, un rendement scolaire qui est faible, il faut penser à la maladie cœliaque. Donc, j'ai présenté les formes atypiques de la maladie cœliaque qui sont à l'origine d'un retard diagnostique. Une migraine, par exemple, et également une fatigue, une asthénie, et un rendement scolaire qui n'est pas satisfaisant. L'enfant, il est bien, mais il ne répond pas bien, il n'a pas de bonnes notes. Recherchez cette maladie cœliaque, c'est-à-dire n'hésitez pas à demander une sérologie pour dépister avant de faire la biopsie. Merci. Docteur, si le patient assure que le régime est bien suivi et on a toujours les entiers élevés, non, c'est qu'il triche. Là, si vous, c'est-à-dire, il vous rassure que le régime il est suivi et que vous avez des anticorps qui sont toujours élevés. Bon, j'ai dit au début, ça sert pour le suivi. Soit c'est qu'il a triché, il a triché et il le sait qu'il a triché, mais il le nie. Soit qu'il triche, mais c'est-à-dire non, qu'il ne triche pas. Il ne le sait pas. Il prend des médicaments qui contiennent le gluten et il ne le sait pas. Donc, ou bien des aliments, ou parfois même c'est-à-dire les industries alimentaires, ils ne mettent pas la mention gluten. Et donc, on ne sait pas, le sujet, il prend sans le savoir. Ou bien, ce n'est pas le diagnostic. Le diagnostic n'est pas correct. Donc, il n'a pas la maladie cœliaque. Il y a autre chose qui fait que ces anticorps, il y a des chevauchements qui sont toujours positifs. Donc, ce qu'il faut faire, revoir la liste détaillée des aliments et revoir même, s'il le faut, une biopsie jejunale ici. C'est tout. Attendez. Bon, c'est tout ce que j'ai. Est-ce qu'il y a autre chose? oui, il y a un... Attendez. Comment faire la différence entre une crise cœliaque et le mal-respect du régime? D'accord. Donc, la crise cœliaque, c'est une crise aiguë. D'accord?
C'est une crise aiguë. Donc, le malade, il vient dans un état général très altéré, avec des œdèmes, un syndrome œdémateux, c'est des œdèmes nutritionnels avec une hypoalbuminémie. Il a des douleurs. C'est ça la crise cœliaque. Pourquoi on l'appelle crise? Parce que c'est aigu. Par contre, le mal-respect du régime, vous avez, par exemple, seulement l'apparition de la diarrhée, réapparition de la diarrhée chronique, le syndrome de malabsorption. Ou bien c'est seulement la diarrhée, ou bien c'est la sérologie. C'est ça qu'on fait la différence. Parce que le mal-respect du régime, c'est seulement, il faut insister sur le régime. Mais la crise cœliaque, il faut donner des corticoïdes. C'est comme une rage cytokinique. Il y a beaucoup d'anticorps, il y a beaucoup de réactions immunologiques. Donc, il faut stopper, donner des corticoïdes, donner même des bolus de corticoïdes. Le diagnostic de la maladie cœliaque repose sur la sérologie et une biopsie jéjunale seulement. Oui, c'est ça. On le fait. Ailleurs, donc il y a un algorithme, je ne vous ai pas montré, il y a dans le Power. Je vais vous passer le Power, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a d'autres détails que vous pouvez lire pour vous, pour votre culture. Donc, dans les autres pays, par exemple les pays français et tout, donc la valeur prédictive de l'HLA, elle est capitale pour le diagnostic. Nous, ici, on ne sait pas l'HLA parce que ce n'est pas disponible et c'est cher. Donc, eux, c'est capital pour faire l'haplotype. S'ils voient que le sujet n'a pas l'HLA, les deux types, les deux haplotypes de la maladie cœliaque, ils ne posent pas le diagnostic et ils ne traitent pas par un régime à vie. Donc, il faut faire l'haplotype. L'absence des deux haplotypes, ils ne retiennent pas le diagnostic. Ils sont à 100% sûrs qu'il ne s'agit pas d'une maladie cœliaque. Mais quand ils trouvent qu'il y a l'haplotype avec l'atrophie villositaire, la sérologie, c'est une maladie cœliaque. Seulement, par exemple, si on prend un sujet diabétique, j'ai un enfant diabétique, je dois rechercher la maladie cœliaque. Avant de faire je fais les anticorps. Si je fais les anticorps, plutôt, avant de faire les anticorps, il est diabétique. Vous allez voir dans le cours du diabète les autres types d'haplotypes. Si je trouve ces deux haplotypes, je fais la biopsie jéjunale. Si je trouve qu'il n'y a pas d'atrophie villositaire, je ne peux pas retenir le diagnostic de maladie cœliaque. Je dis que c'est un sujet à risque. Il a l'haplotype, il a une auto-immunité, et donc il est à risque de développer la maladie cœliaque. Si je ne retrouve pas l'haplotype, ces deux haplotypes, les autres types, le DR7 et tout, donc je dis que ce sujet ne va pas développer la maladie cœliaque. Le diagnostic repose sur la sérologie. D'accord. Docteur, quelle est la conduite devant un régime mal respecté avec des signes cliniques et d'autres? Bon. Là, c'est la rééducation. Parce qu'à chaque fois, le régime, comme pour le diabétique, donc quand on met une corticothérapie en cours, il faut insister sur l'intérêt du régime. Pour la maladie cœliaque, il faut dire que c'est le seul médicament. Il n'y a pas de médicament. Donc, vous avez le mal. C'est quoi le mal? C'est la gliadine. Donc, il faut la gliadine, il faut l'enlever. Le gluten, il faut l'enlever. Et des signes cliniques et d'autres. Donc, on ne peut rien faire sans régime. Donc, il faut vraiment insister. Donc, l'enfant pour l'enfant, initialement, c'est la famille qui le prend en charge. Mais après, parfois même, si l'enfant il est scolarisé, on peut même voir les enseignants, demander à les voir, parce que l'enfant, il peut prendre les enseignants ou le surveiller à l'école, tout, pour insister sur le régime. Et l'enfant, une fois il grandit, on peut lui expliquer l'intérêt du régime. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait... Et c'est ça le problème de la maladie cœliaque, le régime. Il y a une adhésion, il faut qu'il y ait une adhésion à ce régime. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Parfois, la diarrhée, elle est tolérée, elle disparaît et tout, mais vous aurez, par exemple, un retard statural. J'ai comme un enfant avec un retard statural et c'est une catastrophe par la suite. Oui, d'accord. Le bilan du suivi. Donc, normalement, vous avez deviné. On a parlé de la sérologie. Elle sert pour le diagnostic, pour le suivi évolutif. D'accord? Donc,
Une fois on fait le diagnostic, vous avez eu des anomalies que vous avez corrigées, le fer, les anémies mégaloblastiques, il faut tout corriger après par la suite, il faut ajouter ce qui manque, la vitamine D, le calcium, et vous devriez les contrôler. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui manque, il faut la corriger et voir son évolution. Mais sur le plan maladie, c'est bien, qu'est-ce que vous allez voir? Il y a deux choses à surveiller, la sérologie et la biopsie jéjunale. La sérologie, elle va déterminer le moment de la biopsie jéjunale. Donc, une fois pour le diagnostic initial, donc si vous avez une sérologie positive, vous allez faire la biopsie jéjunale, vous allez trouver l'atrophie villositaire, vous avez posé le diagnostic. Vous mettez votre régime, donc c'est ça le traitement, et vous suivez les anticorps. Chaque 6 mois, je fais un taux. Je ne fais pas chaque 3 mois ou 4 mois, d'accord? Ou bien 3 mois, je fais par 3 mois. Je vois qu'il y a une décroissance de cette sérologie, du taux d'anticorps, jusqu'à l'abaissement total. Après 18 mois, 2 années, normalement, disparition totale des anticorps. Il y a une bonne évolution. Là, je fais la biopsie, la deuxième biopsie jéjunale. Normalement, si tout va bien, il n'y aura plus d'atrophie villositaire. Il y a une récupération des lésions histologiques. Il n'y a plus de lésions, il n'y a plus de lymphocytes, il n'y a plus d'infiltration. Mais si je trouve qu'il y a d'autres anomalies, je peux trouver c'est les autres diagnostics différentiels avec la maladie cœliaque. Donc, c'est la deuxième épisode du suivi. Je continue toujours à surveiller les anticorps. On surveille cliniquement. Cliniquement, la croissance, elle est capitale pour le suivi d'un enfant. Donc, elle vous renseigne sur le suivi du régime. Je surveille sa taille chaque 6 mois, chaque année, le poids également. Je vois la courbe de croissance. Donc, il va regagner un couloir ou un deuxième couloir. Et donc, je suis. Si je trouve qu'il y a une chute ou une stagnation, je suspecte soit une tricherie ou bien une autre auto-immunité. Je fais la sérologie, je contrôle la sérologie et s'il le faut, je fais la biopsie jéjunale. Auparavant, on faisait la troisième biopsie jéjunale, maintenant on ne la fait pas pour voir si c'est le test à la réintroduction. Normalement, un malade cœliaque, je fais le régime, il y a disparition de taux, récupération histologique. Je fais une réintroduction d'eau. Normalement, il va rechuter, c'est-à-dire rechute qu'elle soit clinique ou histosérologique. On peut avoir présentation, c'est-à-dire après un mois de réintroduction du glutamate, l'apparition de la diarrhée, la malabsorption ou bien une anémie. On fait une sérologie, on trouve qu'il y a une positivité, il y a une réascension de ces sérologies et on fait par la suite une biopsie jéjunale, on retrouve qu'il a encore développé une atrophie villositaire. C'est ça les trois, c'était la loi auparavant des 3 biopsies. Chaque malade cœliaque a 3 biopsies intestinales. Mais maintenant, grâce à la sérologie, donc on fait de moins en moins, on fait au moins 2 biopsies jéjunales, mais la sérologie, elle reste capitale pour le suivi. C'est-à-dire, si on n'a pas la possibilité, si vous n'avez pas la possibilité de surveiller avec la sérologie, les 3 biopsies sont capitales pour le diagnostic. Et bien sûr, les autres auto-immunités, c'est une maladie auto-immune. Il faut toujours rechercher un diabète, donc glycémie à jeun en moins, et les autres auto-immunités, notamment la thyroïde, si vous avez des signes, un bilan hépatique. C'est ça le suivi d'un malade cœliaque. Oui? D'autres questions? Donc, normalement, il n'y a pas de questions. C'est bon? D'accord. D'accord, je vous dis, je ne sais pas comment on fait pour les autres cours. Donc, est-ce que vous avez les enregistrements des autres cours? Est-ce que vous les avez récupérés? Allô? Allô? Oui, j'ai Oui. récupéré 5 cours, je pense. Ça manque le rachitisme carentiel.